Bienvenue sur Maghreb Podcast, la voix du Maghreb, sans tabou et sans propagande. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maghreb Podcast. Imaginez un pays qui se réveille chaque matin, non pas pour construire son propre avenir, mais pour tenter de déconstruire celui de son voisin. Ce n'est pas une simple hyperbole, Camille, c'est devenu une véritable stratégie d'État. C'est exactement ce que nous observons aujourd'hui, Antoine. Bienvenue dans la guerre froide numérique du Maghreb. On assiste à une intensification sans précédent. Pourquoi ? Parce qu'alors que le Maroc enchaîne les reconnaissances internationales sur le dossier du Sahara et sécurise l'organisation de la Coupe du Monde 2030, Alger se sent littéralement encerclé. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est de la géopolitique pure. Quand vous perdez sur le terrain diplomatique, vous doublez la mise sur le terrain médiatique. C'est une tentative désespérée de contrôler un narratif mondial qui leur échappe complètement. Et si on analyse la machine, l'agence de presse officielle APS présente une anomalie statistique unique au monde. Elle consacre parfois plus de dépêches à attaquer le Maroc qu'à couvrir sa propre actualité nationale. On est dans le matraquage industriel. Mais le plus frappant, c'est que le champ de bataille a changé. On ne parle plus seulement de frontières terrestres. La guerre se joue désormais sur le couscous, le zélige, les caftans et même les maillots de football. Alger déplace le conflit sur le patrimoine immatériel pour tenter de diluer l'identité marocaine séculaire. C'est une guerre d'usure psychologique, mais qui en paye le prix réellement ? Pendant que les élites médiatiques s'écharpent sur des cartes géographiques, l'inflation grimpe et la jeunesse des deux côtés regarde vers le nord. C'est un écran de fumée massif. On finit sur la question qui fâche. Si l'Algérie investissait cette énergie colossale, ce budget et ce temps d'antenne dans son propre développement, plutôt que dans l'obsession de son voisin, où en serait le Maghreb aujourd'hui ? Ça change tout, non ? On a posé les bases de cette guerre numérique dans l'épisode précédent, mais pour comprendre pourquoi la tension est montée d'un cran, il faut regarder ce qui se passe sur le terrain diplomatique. Camille, on assiste à une véritable accélération marocaine ces dernières années, non ? C'est une évidence diplomatique. Entre la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, le soutien de l'Espagne et de l'Allemagne, et maintenant l'organisation de la Coupe du Monde 2030, Rabat enchaîne les points marqués sur l'échiquier mondial. Pour le pouvoir algérien, c'est vécu comme un séisme. Et c'est là qu'apparaît ce fameux sentiment d'encerclement. Pour Alger, voir son voisin devenir le hub incontournable entre l'Afrique et l'Europe, ce n'est pas seulement une défaite politique, c'est perçu comme une menace existentielle. Exactement. La Coupe du Monde 2030, c'est le point de bascule. C'est l'officialisation d'un soft power marocain que l'Algérie n'arrive plus à concurrencer. Quand vous ne pouvez plus rivaliser sur le plan de l'influence réelle, vous vous repliez sur la posture défensive. Le narratif officiel à Alger s'est transformé, on ne parle plus de compétition, mais de complot. D'où l'utilisation du terme encerclement. On voit l'agence de presse officielle algérienne, l'APS, multiplier les dépêches pour dénoncer des alliances supposées malveillantes. C'est une manière de justifier une politique intérieure de plus en plus fermée. C'est la clé du problème. Cette paranoïa n'est pas seulement un ressenti, c'est une stratégie d'État. En agitant le chiffon rouge d'un Maroc expansionniste ou allié à des puissances étrangères, Alger tente de ressouder son opinion publique interne autour d'un ennemi commun. Mais le contraste est saisissant. D'un côté, un Maroc qui capitalise sur ses succès pour attirer les investissements et le regard du monde, et de l'autre, une Algérie qui semble s'enfermer dans une rhétorique de guerre froide, bloquée sur des schémas des années 70. Et c'est ce décalage qui nourrit la machine à fake news. Puisque la réalité diplomatique est en faveur de Rabat, la riposte algérienne se déplace sur le terrain de l'image et de l'information. Si on ne peut pas empêcher le Maroc d'organiser le mondial, on va essayer de discréditer chaque aspect de son identité ou de son organisation. Camille, pour comprendre cette hostilité, il faut impérativement regarder le moteur de la communication d'État algérienne, l'Algérie Presse Service, ou l'APS. C'est fascinant et terrifiant à la fois. C'est vrai, Antoine. En temps normal, une agence nationale est là pour informer ses citoyens sur l'actualité de leur pays. Mais avec l'APS, on est face à une anomalie statistique unique au monde. Une agence qui consacre parfois plus de dépêches à attaquer un pays tiers qu'à couvrir sa propre actualité nationale. C'est du matraquage industriel. On ne parle plus de journalisme, mais d'une stratégie de déconstruction systématique. Dès que le Maroc sécurise un événement comme la Coupe du Monde 2030 ou obtient une reconnaissance diplomatique sur le Sahara, la machine s'emballe. C'est une tentative désespérée de contrôler un narratif qui leur échappe totalement sur la scène internationale. Et ce qui est frappant, c'est que le champ de bataille s'est déplacé. On n'est plus seulement sur des cartes géopolitiques. Alger a déplacé le conflit sur le terrain du patrimoine immatériel, le couscous, le zélige, les caftans. Pourquoi ? Pour tenter de diluer l'identité marocaine séculaire dans un flou maghrébin, ou pire, pour se l'approprier. C'est une guerre d'usure psychologique, Camille. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est aussi un immense écran de fumée.
Pendant que les médias officiels s'écharpent sur des motifs de maillots de football, les citoyens, à Alger comme à Casablanca, subissent l'inflation et les difficultés économiques. C'est exactement ça. On utilise le voisin comme un époulantoir pour ne pas parler des problèmes internes. La question qui fâche, au fond, elle est simple. Si l'Algérie investissait cette énergie colossale et ses budgets de propagande dans son propre développement, plutôt que dans cette obsession marocaine, où en serait le Maghreb aujourd'hui ? Camille, on a vu comment la diplomatie et les agences de presse sont mobilisées, mais il y a un aspect de cette confrontation qui semble presque surréaliste pour un observateur extérieur, la guerre du patrimoine. On ne se bat plus seulement pour des frontières de sable, mais pour des motifs de carrelage et des recettes de cuisine. C'est tout sauf anecdotique, Antoine. C'est ce qu'on appelle le soft power. Quand Alger tente de s'approprier le zélige, ce fameux art de la céramique marocaine, sur des maillots de football Adidas, ce n'est pas une simple erreur de design. C'est une tentative de diluer l'identité historique marocaine. C'est frappant de voir cette obsession pour le zélige, le caftan ou même le couscous. On a l'impression que dès que le Maroc fait inscrire un élément de son patrimoine à l'UNESCO, il y a une réaction épidermique de l'autre côté de la frontière. Exactement. C'est une stratégie de copier-coller institutionnalisée. Puisque le Maroc brille par son rayonnement culturel millénaire, la stratégie d'Alger consiste à dire « c'est aussi à nous » ou « nous l'avions avant ». Le but est de créer un flou historique pour priver le Maroc de sa singularité. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi ce front culturel est-il devenu aussi brûlant ces dernières années ? Parce que le patrimoine est un marqueur de souveraineté. En attaquant le kaftan ou la musique gnawa, on attaque l'âme d'une nation. Pour le régime algérien, c'est une manière de compenser un déficit d'image internationale par rapport à un Maroc qui exporte sa culture partout dans le monde. On assiste donc à une forme de réécriture de l'histoire en temps réel. Les réseaux sociaux sont inondés de comptes, souvent liés à la propagande officielle, qui tentent de récupérer ces symboles. Tout à fait. C'est une guerre d'usure psychologique. On veut faire douter les Marocains de leur propre héritage et faire croire au reste du monde que tout est interchangeable au Maghreb. Sauf que l'histoire, elle, ne se décrète pas par des communiqués de presse. Le plus triste dans tout ça, c'est que cette énergie dépensée à essayer de s'approprier la culture du voisin ne sert pas à mettre en valeur la culture algérienne elle-même, qui a pourtant ses propres richesses. C'est le drame de cette stratégie. Elle est purement réactive. On ne construit rien, on essaie juste d'empêcher l'autre de posséder ce qu'il a bâti sur des siècles. On en vient maintenant à un aspect plus subtil, mais tout aussi agressif de cette guerre médiatique, l'offensive contre l'identité marocaine elle-même. Ce n'est plus seulement une question de carte ou de frontières terrestres. C'est vrai que c'est frappant. On assiste à un déplacement du conflit vers le patrimoine immatériel. On parle de couscous, de zélige, de caftan et même de motifs sur des maillots de football. C'est presque surréaliste, non ? C'est une stratégie délibérée. L'idée est de créer un flou artistique pour diluer l'histoire séculaire du Maroc. En essayant de tout globaliser sous une étiquette maghrébine générique, on tente d'effacer ce qui fait la spécificité et l'antériorité de la culture marocaine. Mais pourquoi cette obsession ? Est-ce que revendiquer le zélige ou le caftan change quoi que ce soit à la géopolitique du gaz ou du Sahara ? Absolument, parce que l'identité est le socle de la légitimité d'un État-nation. Le Maroc s'appuie sur une continuité historique de plus de 12 siècles. En attaquant ce socle, en criant au vol culturel à chaque fois que le Maroc brille, Alger essaie de fabriquer une parité historique qui n'existe pas dans les faits. C'est donc une forme de gaslighting à l'échelle d'une nation ? On essaie de faire douter les Marocains de leur propre héritage, tout en essayant de s'approprier des symboles forts pour compenser un déficit d'identité historique propre ? C'est exactement cela. Et cette dilution dans un flou régional artificiel sert aussi de distraction massive. C'est beaucoup plus facile de mobiliser les foules sur Facebook autour d'une polémique sur une robe traditionnelle que de répondre aux questions sur le pouvoir d'achat. C'est une guerre d'usure psychologique. Mais au final, cette stratégie semble surtout montrer une forme de complexe. Si vous devez passer votre temps à attaquer la culture du voisin, c'est peut-être que vous avez peur de la force de son rayonnement ? Le rayonnement marocain, avec la Coupe du Monde 2030 et ses succès diplomatiques, est devenu insupportable pour le narratif d'Alger. Alors il tente de tirer le tapis culturel pour faire trébucher le voisin. Et le plus tragique, c'est que cette énergie n'est jamais utilisée pour construire une identité commune constructive, mais uniquement pour déconstruire celle du Maroc. C'est là que le bé blesse, Camille. Pendant qu'on se déchire sur les réseaux pour savoir si tel motif géométrique appartient à Alger ou Rabat, la réalité du panier de la ménagère est brutale dans les deux pays. Exactement. On parle de guerre des maillots ou de polémique sur le zélige, mais derrière ce divertissement médiatique, l'inflation ne fait pas de distinction de drapeau. En Algérie comme au Maroc, les prix des produits de base ont explosé ces 2 dernières années. C'est une diversion parfaite. Pour un pouvoir, il est beaucoup plus simple de mobiliser les foules contre un ennemi extérieur ou sur une offense symbolique que d'expliquer pourquoi le prix de l'huile, de la viande ou des céréales devient inabordable pour la classe moyenne. Le contraste est saisissant.
On voit des budgets colossaux alloués à l'armement ou à des campagnes de lobbying international, alors que la précarité gagne du terrain. En Algérie, la dépendance aux hydrocarbures masque des failles structurelles. Et au Maroc, le stress hydrique et le coût de l'énergie pèsent lourdement sur les foyers les plus modestes. Ce qui est fascinant, c'est l'investissement dans cette machine de propagande. Entretenir des fermes à trolls, financer des médias satellites et saturer l'espace numérique, tout cela a un coût financier et humain énorme. Et ce coût, c'est celui de l'opportunité manquée. La Banque mondiale et le FMI le disent depuis des décennies. Un Maghreb intégré, avec des frontières ouvertes, gagnerait entre 2 à 3% de croissance de PIB par an. On préfère s'appauvrir séparément plutôt que de prospérer ensemble. C'est le paradoxe de cette obsession. Alger dépense une énergie folle pour freiner le développement diplomatique du Maroc, mais ce faisant, elle s'enferme dans une logique de confrontation qui fige sa propre économie. Pendant ce temps, la jeunesse, qui représente la majorité de la population, regarde ailleurs. Elle ne se nourrit pas de slogans patriotiques ou de querelles sur le couscous. Elle voit les visas se durcir et les horizons se boucher. Finalement, cette guerre culturelle et numérique sert d'écran de fumée pour occulter une vérité dérangeante. Le système préfère pointer du doigt le voisin plutôt que de se regarder dans le miroir des réformes nécessaires. C'est fascinant de voir à quel point ce conflit sert de soupape de sécurité pour les tensions internes. On dirait que plus les problèmes domestiques s'accumulent, plus le volume de la propagande augmente. C'est le principe même de l'écran de fumée, Antoine. En focalisant l'attention sur un ennemi extérieur omniprésent, les élites évitent soigneusement de répondre aux questions qui fâchent, sur la gouvernance ou le coût de la vie. On l'a vu avec l'obsession de l'APS. C'est presque surréaliste. Une agence d'État qui consacre une énergie monumentale à décortiquer les faits et gestes du voisin, alors que les défis économiques locaux sont immenses. On préfère parler d'un maillot de foot que du prix de la semoule. C'est une diversion orchestrée. Quand l'inflation frappe ou que la jeunesse exprime son mécontentement, on ressort le dossier du Sahara ou une polémique sur le zélige pour recréer une union sacrée artificielle. C'est du patriotisme de substitution. Et ça marche sur le court terme, mais le coût social est terrifiant. Pendant que les élites se battent sur des narratifs médiatiques, la réalité du terrain, elle, ne change pas. Les citoyens des deux côtés sont les premiers sacrifiés de cette mise en scène. Absolument. C'est une déperdition d'énergie et de budget incroyable. Au lieu de bâtir une économie régionale complémentaire et forte, on investit des millions dans une machine de propagande qui ne produit aucune richesse réelle. En gros, plus le système se sent fragile à l'intérieur, plus il cherche à paraître intransigeant à l'extérieur. Le conflit n'est plus une fatalité, c'est devenu un outil de gestion de crise permanente. C'est exactement ça. Le conflit est devenu l'unique horizon politique pour masquer l'absence de réformes structurelles. C'est une fuite en avant médiatique qui finit par prendre en otage le destin de tout un peuple. C'est exactement là que le bât blesse, Camille. Pendant que les officiels se battent pour des motifs de zélige ou des tracés de frontières, il y a une réalité humaine qu'on ne peut plus ignorer, celle d'une jeunesse qui ne se reconnaît plus du tout dans ces querelles d'un autre âge. C'est le paradoxe ultime de cette région. On se dispute la souveraineté sur des morceaux de sable et des héritages culturels, mais les forces vives de ces nations, les ingénieurs, les artistes, les étudiants, n'ont souvent qu'une obsession, traverser la Méditerranée. Pour eux, l'horizon n'est plus à l'est ou à l'ouest du voisin, il est désespérément au nord. Le terme haraga est devenu le symbole tragique de cet échec systémique. Ces jeunes qui préfèrent brûler leurs papiers et parfois risquer leur vie plutôt que de rester prisonniers d'un immobilisme étouffant. Ils voient des budgets colossaux engloutis dans l'armement ou la propagande numérique, alors que le marché de l'emploi local reste saturé. Et c'est là que l'absence d'un Maghreb uni se fait cruellement sentir. Les économistes s'accordent à dire que l'intégration régionale pourrait booster la croissance de 2 à 3 points de PIB chaque année. Imagine le nombre d'emplois qui pourraient être créés si la frontière n'était pas un mur infranchissable, mais un moteur de commerce. Au lieu de cela, on leur sert des discours nationalistes rances et des guerres de clochers sur les réseaux sociaux. Il y a un décalage abyssal entre les priorités des élites obsédées par le voisin et les aspirations d'une génération ultra connectée qui veut simplement vivre dignement. C'est une véritable fuite des cerveaux et des cœurs. En s'obstinant à vouloir freiner le développement du voisin par tous les moyens, ces régimes finissent par hypothéquer l'avenir de leur propre jeunesse, qui finit par se dire que le salut est ailleurs. C'est la question qui hante tous les observateurs, Camille. Et si tout ce budget colossal, cette débauche d'énergie médiatique et cette décennie de lobbying intensif avaient été injectés dans le développement humain et économique plutôt que dans l'obstruction? C'est ce qu'on appelle le coût du non-Maghreb. Les économistes estiment que l'absence d'intégration régionale coûte entre 2 et 3 points de croissance annuelle à chaque pays. Sur 40 ans, c'est un gouffre financier et social absolument vertigineux.
on parle d'une autre trajectoire possible. Imaginez un train à grande vitesse reliant Casablanca à Tunis, des réseaux électriques interconnectés et surtout un marché commun de 100 millions de consommateurs. Le Maghreb pourrait être un géant économique face à l'Europe. Au lieu de cela, on a une stratégie d'État à Alger qui préfère financer des campagnes de dénigrement et des structures parallèles. Cette hostilité orchestrée n'est pas juste diplomatique, elle est un frein structurel au bien-être des populations locales qui subissent les pénuries. C'est là que le contraste est frappant. Pendant que le Maroc bâtit des ports de classe mondiale et attire les investissements technologiques, Alger semble piégé dans une boucle temporelle, dépensant son énergie à essayer de ralentir son voisin plutôt qu'à s'accélérer elle-même. C'est une tragédie géopolitique. L'obsession du régime algérien pour le Sahara et pour l'identité marocaine a fini par transformer un potentiel de coopération en un jeu à somme nulle. Pour qu'il se sente exister, il faut que l'autre échoue. Finalement, cette guerre froide numérique est le dernier rempart d'un système qui refuse de voir que le monde a changé. En voulant déconstruire l'avenir du voisin, ils sont en train de sacrifier le présent de leur propre jeunesse. Pour conclure cet épisode, Camille, il faut se poser la question qui fait mal. Quel est le coût réel de cette discorde pour les générations futures ? C'est un coût colossal, Antoine. Imaginez un Maghreb uni, un bloc économique de 100 millions de consommateurs avec une libre circulation des talents et des biens. On parle d'un gâchis historique de points de PIB chaque année. Si l'énergie dépensée à Alger pour contrer chaque succès diplomatique ou culturel marocain était investie dans la numérisation de leur propre économie ou dans l'éducation, la région serait aujourd'hui une puissance mondiale. L'obsession de la déconstruction freine tout le monde. Au lieu de bâtir des ponts physiques et numériques, on érige des murs de propagande qui isolent une jeunesse pourtant hyper connectée et avide de progrès. Le réveil nécessaire, c'est de réaliser que le véritable ennemi n'est pas le voisin, mais l'immobilisme nourri par la rancœur. La grandeur d'une nation se mesure à ce qu'elle bâtit chez elle, pas à ce qu'elle tente de saboter ailleurs. Absolument. Il est temps que cette énergie colossale serve enfin à la construction d'un destin commun plutôt qu'à l'entretien d'une haine stérile. C'était le dernier épisode de notre série sur le Maghreb. Merci de nous avoir suivis pour ce Maghreb Podcast. À très bientôt.